Réussir ses études en France, les clés d'une orientation réussie. Guillaume, conseiller d'orientation spécialisé dans les études universitaires en France, répond aux questions d'Abderrahim, journaliste sur les questions internationales. Bonjour Guillaume et bienvenue dans cette interview spéciale. Vous êtes conseiller d'orientation. Vous accompagnez chaque année des centaines d'étudiants francophones dans leurs projets d'études en France. Aujourd'hui, nous allons aborder la question cruciale du choix de formation. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Bonjour Abdelrahim et merci de me recevoir. Effectivement, depuis plusieurs années maintenant, avec le cabinet Visa Campus, j'aide des étudiants d'Algérie, du Sénégal, de Tunisie, de Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays francophones à concrétiser leurs rêves d'études en France. Mon rôle est de les accompagner dans toutes les étapes, du choix de la formation jusqu'à l'obtention du visa. Excellent. Alors commençons par la question fondamentale. Pourquoi est-il si important de bien choisir sa formation? C'est une excellente question pour débuter. Voyez-vous, le choix de votre formation universitaire ne détermine pas simplement vos 3 ou 5 années d'études. Il va influencer les 20 voire 30 prochaines années de votre vie professionnelle. Une mauvaise orientation peut vous faire perdre du temps précieux, de l'argent bien sûr, mais surtout votre motivation. Et croyez-moi, la motivation est le moteur essentiel de la réussite académique. Y a-t-il un enjeu spécifique pour les étudiants internationaux? Absolument. Pour les étudiants internationaux, il existe un enjeu supplémentaire crucial. La cohérence de votre projet. Les universités françaises, et plus important encore, les services consulaires, veulent s'assurer que vous venez réellement pour étudier et que votre choix de formation correspond logiquement à votre parcours antérieur. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Bien sûr. Imaginons que vous ayez obtenu un diplôme en langue étrangère et que vous souhaitez maintenant étudier le marketing digital. À première vue, cela peut sembler incohérent. Mais si vous expliquez clairement le lien, par exemple, votre intérêt pour le marketing multilingue, dans un contexte globalisé, ou votre projet de développer des stratégies de communication digitale pour les entreprises opérant à l'international, alors votre projet devient parfaitement cohérent. Et c'est exactement ce type d'accompagnement personnalisé que nous vous proposons dans notre cabinet de conseil Visa Campus, pour construire cette cohérence de parcours académique. Guillaume, qui doit prendre la décision finale concernant le choix de formation? La réponse est simple et directe. Vous et uniquement vous. C'est votre projet, votre vie, votre avenir. Personne d'autre ne vivra cette expérience à votre place. Cependant, et c'est très important, cela ne signifie pas que vous devez décider seul dans votre coin, isolé de tout conseil. Qui devrait-on consulter alors? Vous devez consulter plusieurs personnes au rôle bien défini. D'abord, votre famille, pour le soutien financier et moral indispensable. Ensuite, vos professeurs, qui connaissent réellement vos capacités académiques et peuvent vous guider honnêtement. Et, enfin, des conseillers d'orientation spécialisés dans le système français, comme Visa Campus, qui maîtrisent ses spécificités et ses exigences. Quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez? L'erreur classique, que je vois malheureusement très souvent, c'est d'écouter uniquement ses amis, ou de choisir une formation simplement parce qu'un cousin ou un proche l'a faite. Chaque parcours est absolument unique. Ce qui a parfaitement fonctionné pour quelqu'un d'autre ne marchera pas forcément pour vous. Vos passions, vos compétences, vos objectifs professionnels sont différents. Guillaume, qu'est-ce qu'on choisit exactement quand on parle de formation et d'enseignement universitaire? Excellente question. On choisit en réalité 3 éléments interconnectés. Premièrement, le domaine d'études. Sciences, commerce, ingénierie, sciences humaines, arts ou lettres.
Deuxièmement, le niveau. BTS et DUST à Bac+2. Licence qui correspond à Bac+3. Master à Bac+5. Ou doctorat à Bac+8. Et troisièmement, le type d'établissement. Université publique, grandes écoles ou écoles spécialisées. Le système français semble complexe avec tous ces types d'établissements. Pouvez-vous nous éclairer? Avec plaisir. Commençons par les universités publiques. Elles offrent des formations accessibles à tous, avec des frais très faibles, entre 200 et 600 euros par an. L'approche pédagogique est plutôt théorique et très complète. C'est idéal si vous envisagez de continuer vers la recherche ou si vous avez besoin d'une base académique solide. Ensuite, il y a les grandes écoles. Elles sont très sélectives, souvent accessibles après une classe préparatoire ou un concours d'entrée. Elles possèdent un réseau professionnel extrêmement puissant, ce qui facilite grandement l'insertion dans le monde du travail. Cependant, elles coûtent beaucoup plus cher. Enfin, les écoles spécialisées se concentrent sur un domaine très précis. Commerce, ingénierie, design, hôtellerie, communication. Elles offrent une formation ciblée et professionnalisante. Et qu'en est-il des formations courtes de 2 ans? C'est une excellente question, car ces formations sont souvent méconnues des étudiants internationaux, alors qu'elles présentent de réels avantages. Il existe 2 types principaux de formation Bac+2 en France. Pouvez-vous nous les détailler? D'abord, le BTS, brevet de technicien supérieur. C'est une formation très professionnalisante, dispensée généralement dans les lycées. Elle comprend des stages en entreprise et vise une insertion rapide sur le marché du travail. On trouve des BTS dans tous les secteurs: le commerce, le tourisme, l'informatique, la comptabilité, la communication, l'hôtellerie. Les cours sont très pratiques et concrets. Et le DUST? Le DUST, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, est dispensé dans les universités. C'est une formation également professionnalisante, mais avec une approche plus universitaire que le BTS. Le DUST est moins connu mais très intéressant, notamment dans les secteurs de la santé, du sport ou des métiers techniques spécifiques. Quels sont les avantages de ces formations courtes pour un étudiant international? Plusieurs avantages importants. Premièrement, la durée, 2 ans seulement, ce qui représente un investissement financier moindre. Deuxièmement, l'aspect professionnalisant. Vous acquérez rapidement des compétences opérationnelles. Troisièmement, la possibilité de poursuivre. Après un BTS ou un DUST, vous pouvez intégrer une licence professionnelle, Bac+3, ou même une licence générale en cours de route. C'est une excellente porte d'entrée vers le système universitaire français. Y a-t-il des précautions à prendre? Oui, 2 points d'attention. D'abord, vérifiez bien que le diplôme est reconnu par l'État français. Tous les BTS le sont, mais soyez vigilants avec certaines formations privées. Ensuite, pour les étudiants internationaux, il faut bien justifier auprès du consulat pourquoi vous choisissez une formation courte plutôt qu'une licence. Si votre projet est de vous spécialiser rapidement dans un métier précis ou d'acquérir une première expérience professionnelle avant de poursuivre, c'est tout à fait cohérent. Guillaume, parlons maintenant des licences. Quelles sont les différences entre une licence générale et une licence professionnelle? Excellente question. C'est une distinction fondamentale que tous les étudiants doivent comprendre. La licence générale, c'est ce qu'on appelle le parcours universitaire classique. Elle dure 3 ans après le baccalauréat et offre une formation théorique approfondie dans un domaine: lettres, sciences, économie, droit, psychologie. Et quel est l'objectif principal de cette licence générale? L'objectif est de vous donner une base académique solide pour poursuivre un master. La licence générale vous prépare à la poursuite d'études, pas nécessairement à l'insertion professionnelle immédiate. C'est le choix idéal si vous envisagez de continuer vers un master recherche ou professionnel, voire un doctorat. Et la licence professionnelle alors? La licence professionnelle est très différente. C'est une formation d'1 an, accessible après un Bac+2, BTS, DUT ou les 2 premières années d'une licence générale. Elle est extrêmement professionnalisante, avec des stages longs en entreprise, souvent 3 à 6 mois, et des cours assurés par des professionnels du secteur. Donc la licence professionnelle vise à l'insertion directe sur le marché du travail. Exactement, elle vise une insertion professionnelle rapide,
Les domaines sont très variés. Gestion des ressources humaines, management du tourisme, développement web, logistique internationale, commerce international. Attention, cependant, après une licence professionnelle, il est plus difficile de continuer vers un master. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas l'objectif premier de ce diplôme. Quels conseils donneriez-vous pour choisir entre les deux? Posez-vous cette question simple. Voulez-vous travailler après Bac+3 ou continuer vos études jusqu'à Bac+5? Si vous voulez travailler rapidement, choisissez la licence professionnelle. Si vous envisagez un master, optez pour la licence générale. C'est vraiment une question de projet professionnel à moyen terme. Passons maintenant au master. Quelle est la différence entre un master recherche et un master professionnel? Alors là, c'est très important de bien comprendre. Officiellement, depuis la réforme de 2006, il n'existe plus de distinction administrative entre master recherche et master professionnel. Il existe simplement des masters, point. Cependant, dans la pratique, chaque master garde une orientation soit vers la recherche, soit vers le monde professionnel. Comment reconnaître alors l'orientation d'un master? Il faut regarder plusieurs éléments. Un master à orientation recherche mettra l'accent sur la méthodologie scientifique, la rédaction d'un mémoire de recherche conséquent et la préparation à un doctorat. Les cours sont plus théoriques. Vous travaillez sur des problématiques académiques, vous êtes formé à la rigueur scientifique. Et le master à orientation professionnelle? Le master à orientation professionnelle privilégie les compétences opérationnelles. Les stages longs en entreprise, minimum 4 à 6 mois, et souvent des projets en partenariat avec des entreprises. Les intervenants sont fréquemment des professionnels en activité. L'objectif est clair, vous préparez à entrer sur le marché du travail immédiatement après le diplôme. Un master à orientation recherche empêche-t-il de travailler en entreprise? Pas du tout, c'est une idée reçue. Un master recherche vous forme à l'analyse, à la rigueur scientifique, à la résolution de problèmes complexes, des compétences très recherchées en entreprise. La différence est que si vous voulez faire un doctorat, vous devez absolument passer par un master à orientation recherche. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un master professionnel ne vous ferme pas toutes les portes du doctorat, même si c'est moins courant. Comment choisir alors? Posez-vous cette question. Est-ce que je m'imagine continuer vers un doctorat ou une carrière dans la recherche universitaire? Si oui, privilégiez un master à orientation recherche. Si vous êtes certain de vouloir travailler en entreprise, cabinet, ONG, secteur public, un master professionnel sera plus adapté. Et encore une fois, rien n'est figé définitivement. Guillaume, parlons maintenant de l'alternance. C'est un terme qu'on entend souvent, mais que signifie-t-il exactement? L'alternance est un système de formation qui combine période en entreprise et période en établissement de formation. Concrètement, vous êtes salarié d'une entreprise tout en poursuivant vos études. Vous alternez entre semaines de cours et semaines de travail en entreprise. Quels sont les avantages principaux? Les avantages sont considérables. Premièrement, vous êtes rémunéré. Vous touchez un salaire mensuel qui varie selon votre âge et votre niveau d'études. Généralement, entre 50% et 100% du SMIC. Deuxièmement, vos frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. C'est énorme, surtout pour les écoles privées. Troisièmement, vous acquérez une vraie expérience professionnelle pendant vos études, ce qui facilite énormément l'insertion après le diplôme. L'alternance est-elle possible à tous les niveaux? Oui, absolument. Vous pouvez faire une licence en alternance, aussi bien générale que professionnelle, ou un master en alternance. Même certains BTS et écoles d'ingénieurs proposent l'alternance. C'est de plus en plus répandu dans l'enseignement supérieur français. Y a-t-il deux types de contrats en alternance? Exactement. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage s'adresse plutôt aux jeunes de 16 à 29 ans et vise l'obtention d'un diplôme. Le contrat de professionnalisation est plus large et peut concerner des adultes en reconversion. Dans les deux cas, vous êtes salarié de l'entreprise. L'alternance est-elle accessible aux étudiants internationaux? C'est une question cruciale. Oui, c'est possible, mais avec des conditions. Les étudiants internationaux titulaires d'un visa étudiant peuvent effectuer une alternance.
Mais ils doivent obtenir une autorisation de travail provisoire. De plus, le temps de travail est limité à 964 heures par an. C'est donc possible, mais il faut bien se renseigner sur les démarches administratives auprès de la préfecture. Y a-t-il des inconvénients à l'alternance? Oui, il faut être honnête. Le rythme est très intense. Vous jonglez entre cours, examens et responsabilités professionnelles. Il faut une grande maturité et une excellente organisation. De plus, trouver une entreprise qui accepte de vous prendre en alternance peut prendre du temps. Il faut commencer à chercher plusieurs mois à l'avance. Et pour les étudiants internationaux, les démarches administratives ajoutent une complexité supplémentaire. Mais si vous êtes motivé et organisé, les bénéfices dépassent largement les contraintes. Guillaume, parlons maintenant du doctorat. Qu'est-ce que c'est exactement? Le doctorat représente le plus haut niveau de l'enseignement supérieur, Bac+8. C'est une formation pour la recherche qui dure généralement 3 ans après le master. Pendant ces 3 années, vous menez un projet de recherche original sous la direction d'un directeur de thèse. L'objectif est de produire de nouvelles connaissances scientifiques dans votre domaine. Comment se déroule concrètement un doctorat? Vous travaillez sur une problématique de recherche très pointue pendant 3 ans. Vous menez des expériences, des analyses, des enquêtes selon votre domaine. Vous publiez des articles scientifiques dans des revues académiques. Vous participez à des colloques internationaux. Et au bout de ces 3 années, vous rédigez une thèse, un ouvrage d'environ 300 à 500 pages que vous soutenez oralement devant un jury d'experts. Qui peut accéder au doctorat? Vous devez avoir un master, idéalement avec une orientation en recherche, avec d'excellents résultats académiques. Ensuite, vous devez trouver un directeur de recherche qui accepte de vous encadrer et, généralement, obtenir un financement. Le doctorat est très sélectif. Tous les diplômes de master ne peuvent pas y accéder. Vous avez mentionné le financement. Comment est-on rémunéré pendant un doctorat? Excellente question. Contrairement aux idées reçues, un doctorant n'est pas un simple étudiant. En France, la plupart des doctorants sont rémunérés, soit par un contrat doctoral, environ 1 800 € net par mois, soit par des bourses de recherche. Il existe aussi des CIFRE, Conventions industrielles de formation par la recherche, où vous êtes salarié d'une entreprise pendant votre thèse. Les étudiants internationaux peuvent aussi bénéficier de bourses de leur gouvernement ou d'organismes internationaux. Quel débouché après un doctorat? Le doctorat ouvre plusieurs voies. La carrière académique, bien sûr. Vous pouvez devenir maître de conférences, puis professeur d'université. Mais pas seulement. Les docteurs sont aussi très recherchés dans la recherche et développement des grandes entreprises, dans les organismes publics comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA, dans les think tanks, les organisations internationales. Un docteur possède des compétences uniques, capacité d'analyse pointue, rigueur scientifique, gestion de projets complexes, rédaction scientifique, présentation orale. Ces compétences sont valorisées bien au-delà du monde académique. Le doctorat est-il accessible aux étudiants internationaux? Absolument. La France accueille de nombreux doctorants internationaux, notamment africains. Il existe même des programmes spécifiques, comme les bourses du gouvernement français, les programmes de l'Agence universitaire de la francophonie, ou les bourses d'excellence de certaines universités. L'important est d'avoir un excellent dossier académique et de contacter les directeurs de recherche potentiels bien à l'avance, idéalement 12 à 18 mois avant le début souhaité. Un dernier conseil pour ceux qui envisagent de faire un doctorat. Le doctorat demande une passion réelle pour la recherche et votre sujet. Ce n'est pas simplement ajouter 3 années d'études. Vous allez vivre avec votre sujet de thèse pendant 3 ans. Il faut donc que ce sujet vous passionne vraiment. Posez-vous ces questions. Est-ce que j'aime creuser des questions complexes? Est-ce que j'aime lire et écrire? Est-ce que je suis capable de travailler de manière autonome pendant de longues périodes? Si vous répondez oui à ces questions et que vous avez une vraie curiosité scientifique, le doctorat peut être une expérience extraordinaire, intellectuellement et professionnellement.
Après toutes ces options, comment choisir entre tous ces types de formations? Il faut vous poser ces questions essentielles de manière progressive. D'abord, est-ce que je veux une formation courte, Bac plus 2 ou Bac plus 3, ou longue, Bac plus 5 ou Bac plus 8? Ensuite, est-ce que je veux une formation théorique ou pratique? Est-ce que j'ai le budget pour une école privée ou dois-je privilégier le public? Est-ce que je veux intégrer rapidement le marché du travail ou continuer vers la recherche? L'alternance m'intéresse-t-elle? Ces questions peuvent sembler simples à première vue. Elles peuvent sembler simples, mais y répondre honnêtement demande une vraie réflexion personnelle approfondie. C'est précisément pour cette raison que nous recommandons toujours de se faire accompagner dans cette démarche par des professionnels comme Visa Campus qui connaissent bien le système et ses nombreuses subtilités. Parlons maintenant de la géographie. Paris ou province, Guillaume? Ah, la grande question récurrente. Paris est évidemment tentante. C'est la capitale, le prestige, les opportunités culturelles et professionnelles sont immenses. Mais il faut être réaliste. C'est aussi beaucoup, beaucoup plus cher. Pouvez-vous nous donner des chiffres concrets? Bien sûr, un studio à Paris, c'est facilement entre 700 et 900 euros par mois, parfois plus. En comparaison de grandes villes de province comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Lille. Vous trouverez des logements étudiants confortables entre 300 et 600 euros. La différence est considérable sur une année universitaire. Mais est-ce que la qualité de l'enseignement est équivalente en province? Absolument. Les grandes villes de province ont d'excellentes universités, souvent spécialisées dans certains domaines. Lyon et Montpellier sont réputés pour la santé et les sciences. Toulouse est le pôle de l'aéronautique et du spatial. Bordeaux excelle dans la gastronomie et le commerce. Grenoble dans l'ingénierie. Quel serait votre conseil alors? Mon conseil est de regarder où se trouvent les meilleures formations dans votre domaine. Pas simplement où c'est le plus connu ou le plus prestigieux. Une université à Grenoble en ingénierie peut valoir largement, voire dépasser, une université parisienne dans le même domaine. Y a-t-il d'autres critères à considérer? Oui, pensez aussi à votre qualité de vie personnelle. Voulez-vous une grande ville très animée ou une ville moyenne plus calme? Y a-t-il une communauté d'étudiants de votre pays qui peut vous aider à vous intégrer? Comment est le climat? Car cela peut vraiment affecter votre morale. Ces critères sont personnels, mais ils comptent énormément pour votre réussite et votre bien-être pendant vos études. Quand faut-il commencer à préparer son projet d'études en France? Minimum 12 mois avant la rentrée souhaitée. Oui, 1 an à l'avance. Et ce n'est absolument pas exagéré. Beaucoup d'étudiants sont surpris, mais le calendrier français est très strict et les démarches sont longues. Pouvez-vous nous détailler ce calendrier? Avec plaisir, voici un planning type que nous recommandons. De septembre à décembre, phase de recherche intensive, vous explorez les formations, vous passez vos tests de français, DALF ou DELF, dans les alliances françaises et les instituts français de votre pays. De janvier à mars, période cruciale des candidatures via la plateforme Campus France. De avril à juin, vous recevez les réponses des établissements et vous entamez votre demande de visa. Juillet à août, préparation concrète du départ et recherche de logement. Au mois de septembre, c'est la rentrée universitaire. Y a-t-il des formations qui exigent encore plus d'anticipation? Oui, absolument. Certaines formations très sélectives ont des dates limites, encore plus précoces. Les grandes écoles de commerce, par exemple, peuvent fermer leurs inscriptions dès janvier. Pour le doctorat, comme nous l'avons vu, il faut même commencer 12 à 18 mois à l'avance. C'est pour cette raison que nous insistons toujours. Anticipez. Plus vous commencez tôt, plus vous augmentez vos chances de réussir votre projet. Guillaume, concrètement, comment choisir sa formation? Nous avons développé une méthode structurée en 5 étapes que nous utilisons avec tous nos étudiants chez Visa Campus. Permettez-moi de vous les détailler. Étape 1, l'auto-évaluation. La première étape est cruciale, l'auto-évaluation. Prenez une feuille et répondez honnêtement à ces questions. Quels sont mes véritables points forts et mes points faibles? Quelle matière j'aime réellement? Pas celle où j'ai de bonnes notes, par obligation, mais celle qui me passionne. Quel métier je m'imagine faire dans 10 ans? Est-ce que je suis plutôt terrain ou bureau? Est-ce que je préfère travailler seul ou en équipe?
Cette introspection n'est pas toujours facile. Non, effectivement, mais elle est absolument indispensable. C'est la fondation de tout votre projet. Étape 2, la recherche d'informations. Deuxième étape, la recherche méthodique d'informations. Utilisez les bons outils. Le site officiel de Campus France, bien sûr. Les classements universitaires, reconnus, comme celui de Shanghai. Et les sites officiels des universités elles-mêmes. Ne vous fiez pas uniquement aux forums ou aux réseaux sociaux. Étape 3, faire correspondre formation et projet professionnel. Comment s'assurer que la formation correspond vraiment à son projet professionnel? Excellente question. C'est la troisième étape, elle est cruciale. Prenez votre métier cible et remontez en arrière, comme une enquête à rebours. Exemple concret. Je veux devenir chef de projet digital. Donc il me faut un master en marketing digital. Pour accéder à ce master, je dois d'abord avoir une licence en commerce ou en communication. Maintenant, est-ce que mon baccalauréat actuel me permet d'accéder à cette licence? Vous voyez la logique? C'est effectivement très logique présenté ainsi. Étape 4. Vérifier les critères d'admission. Quatrième étape. Vérifiez scrupuleusement les critères d'admission. Chaque formation a ses exigences spécifiques. Généralement, vous aurez besoin d'une moyenne minimale, souvent 12 sur 20 ou équivalent. Il faudra un test de français, TCF, DELF ou DALF. Généralement, minimum B2. Une lettre de motivation solide est indispensable et parfois un entretien ou même un concours d'entrée. Une astuce importante à partager, Oui, essentiel. Candidatez à plusieurs formations. Au moins 5 ou 7 choix différents. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Même si vous avez une formation préférée, ayez toujours des alternatives solides. Étape 5. Construire la cohérence du projet. Cinquième et dernière étape. Construire la cohérence globale de votre projet. Votre projet doit raconter une histoire logique du début à la fin. Par exemple, j'ai suivi une filière scientifique au lycée, donc je vais étudier l'informatique à l'université pour devenir ingénieur en intelligence artificielle et ainsi contribuer au développement de ce secteur dans mon pays d'origine. cette cohérence est-elle vraiment déterminante? Absolument. Cette cohérence narrative, c'est exactement ce que les agents consulaires vont vérifier en détail quand vous demanderez votre visa. Un projet bien construit et cohérent, c'est littéralement 80% de votre succès dans l'obtention du visa. Guillaume, pouvez-vous clarifier les rôles de Campus France et de Visa Campus? Beaucoup d'étudiants confondent. C'est une excellente question, car cette confusion est très fréquente. Il y a deux acteurs clés avec des rôles bien distincts. Premier acteur, Campus France. C'est l'organisme officiel français présent dans votre pays. Son rôle est essentiellement administratif. Campus France gère votre dossier administratif complet. L'ouverture de votre compte sur la plateforme, études en France, l'inscription au test de français, la validation de vos diplômes traduits et l'organisation de l'entretien pédagogique obligatoire. Visa Campus, c'est notre cabinet de conseil spécialisé et nous allons beaucoup plus loin que l'administratif. Nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet d'études. Ça commence par un conseil d'orientation personnalisé pour choisir la formation parfaitement adaptée à votre profil unique. Pas une formation générique, mais vraiment celle qui vous correspond. Quels sont les autres services proposés? Nous vous préparons de manière optimale à l'entretien Campus France et aux candidatures universitaires. Nous simulons l'entretien dans des conditions réelles. Nous corrigeons vos erreurs, nous renforçons vos arguments. Nous vous aidons aussi à rédiger votre projet d'études et votre projet professionnel en parfaite adéquation avec les attentes précises des universités françaises et des services consulaires. Donc, pour résumer, Campus France s'occupe de la partie administrative obligatoire. C'est le passage officiel. Visa Campus vous aide à maximiser vos chances de réussite en construisant un dossier extrêmement solide et cohérent. Nous ne remplaçons pas Campus France. Nous complétons leur travail en apportant l'expertise et le conseil personnalisé dont chaque étudiant a besoin pour se démarquer. Guillaume parle en finance. Combien coûtent réellement des études en France?
C'est la question cruciale que tout étudiant et toute famille se pose légitimement. Il faut calculer deux choses distinctes, les frais de scolarité d'une part et le coût de la vie mensuelle d'autre part. Les frais de scolarité. Dans une université publique, elles s'élèvent entre 200 à 600 euros par an seulement. Les écoles d'ingénieurs privés, 5 000 à 10 000 euros par an. Les écoles de commerce privées, entre 8 000 et 15 000 euros par an. Le coût de la vie mensuelle. Logement, 300 à 900 euros selon la ville choisie. La nourriture, 200 à 300 euros par mois. Les transports, 30 à 70 euros avec le tarif étudiant avantageux. La mutuelle de santé, entre 15 et 50 euros mensuels. Y a-t-il des aides pour alléger ces coûts? Oui, heureusement, il existe plusieurs aides. Les APL, qui sont des aides au logement versées par l'État français. Les bourses d'excellence proposées par certaines universités ou le gouvernement français. Et vous avez également la possibilité de travailler en tant qu'étudiant selon les règles spécifiques de votre pays d'origine. Quelle est la condition financière pour obtenir le visa? Pour le visa étudiant, vous devrez prouver que vous disposez d'environ 8 à 10 000 euros pour votre première année ou avoir 2 garants financiers résidant en France. C'est l'attestation financière obligatoire, un document crucial pour votre dossier. Comment la France se positionne-t-elle par rapport aux autres destinations? Ces chiffres peuvent sembler élevés au premier abord, mais comparés à d'autres destinations populaires, comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, la France reste très accessible financièrement, surtout si vous choisissez le secteur public. C'est un excellent rapport qualité-prix pour une éducation de niveau international. Guillaume, nous arrivons au terme de cette interview passionnante. Quels seraient vos 3 conseils essentiels pour nos auditeurs? Premièrement, choisissez votre formation en vous posant les bonnes questions. Qui décide? Quoi étudier? Où? Quand commencer? Comment procéder? Avec qui travailler? Combien ça coûte? Et surtout, pourquoi ce choix? Deuxièmement, comprenez bien les différentes options qui s'offrent à vous. BTS ou DUST pour une formation courte et professionnalisante. Licence générale si vous voulez poursuivre en master. Licence professionnelle pour une insertion rapide. Master à orientation recherche si le doctorat vous intéresse. Master professionnel pour l'entreprise. L'alternance si vous voulez allier études et expérience professionnelle rémunérée. Et le doctorat si la recherche vous passionne vraiment. Troisièmement, commencez vos démarches au moins 1 an à l'avance. Encore plus pour un doctorat. Candidatez à plusieurs formations, jamais une seule. Assurez-vous absolument que votre projet soit cohérent de bout en bout. Et surtout, que votre choix corresponde à vos passions, vos compétences et votre projet professionnel. Pas aux attentes de vos parents, pas au choix de vos amis. C'est votre vie, votre avenir. Comment nos auditeurs peuvent-ils obtenir de l'aide? Si vous souhaitez être accompagné personnellement dans cette démarche, n'hésitez pas à consulter notre site Visa Campus. Nous y partageons de nombreuses ressources gratuites et nous pouvons vous accompagner individuellement dans votre projet, quel que soit le niveau d'études visé, du BTS au doctorat. Merci infiniment Guillaume pour tous ces conseils précieux, ces explications détaillées. Je suis certain que nos auditeurs y trouveront des réponses concrètes à leurs questions. Merci à vous Abdelhaim. Bonne chance à tous les futurs étudiants dans vos démarches. Et rappelez-vous, une bonne préparation et une bonne compréhension des options disponibles sont les clés du succès. Dans notre prochaine interview, nous abordons la question essentielle du logement étudiant en France. Comment trouver un logement? Quelles sont les démarches? Quelles aides sont disponibles? À très bientôt.